Rassure-moi, le Cubain qui a demandé à ce qu'on envoie au poteau les opposants, c'était un Cubain ou c'était toi? Bon, qui est-ce qui va intervenir? Non, mais c'est pour l'enregistrement. Oui, alors juste pour l'anecdote, Jeannette, c'est marrant parce qu'en fait hier il y avait sur la portada à la une du journal La Jornada de Mexico portait que la déclaration de John Kerry annonçant la fin de la doctrine Monroe, donc cette doctrine de la fin du 19e siècle disant que l'Amérique centrale et l'Amérique latine était l'arrière-cour des États-Unis. Donc c'était une espèce d'annonce officielle avec une exception, qui disait à l'exception de Cuba. Donc ma question, elle portait sur autre chose. Il y a une chose dont tu n'as absolument pas parlé. Or c'est tout à fait intéressant parce qu'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça aurait été probablement une des parties les plus importantes de ton exposé, c'est les forces armées. Tu n'as pas dit un mot sur les forces armées, je ne pense pas que ce soit un oubli, ce serait te faire injure, mais on a effectivement vu de l'extérieur le sentiment que, moyennant probablement une amnistie sur ce qui s'est passé dans les différentes dictatures, on a une espèce de profil bas de ces forces armées, où elles sont, sinon sur l'Aventin, en tout cas dans une place qui n'était plus celle qui était, en tout cas celle au moment des dictatures. On va peut-être faire un tour. Oui, on va prendre plusieurs interventions. Qu'est-ce qui va intervenir? Oui. Alors j'ai une question sur l'économie rentière au Venezuela. Bon, tu l'as décrit de manière criante. Est-ce qu'il y a, de la part du gouvernement vénézuélien, de Chavez et de Maduro maintenant, la volonté d'en sortir? Parce qu'on pourrait penser que ça leur a bien servi pendant longtemps. Est-ce qu'il y a la volonté d'en sortir? Je vois bien les difficultés. Tu as parlé des leçons cubaines sur le sucre, etc. Est-ce qu'il y a des solutions qui émergent dans le débat public au Venezuela ou ailleurs, entre économistes, entre la gauche latino-américaine? Oui, derrière, quelqu'un qui va intervenir. Bonjour. Moi je suis arrivé en retard, donc j'ai des questions sous réserve qui n'avaient pas été traitées par votre exposé. Juste, j'aurais voulu savoir quand est-ce que c'était mis en ligne, puisque je vois que c'est filmé, histoire que je puisse voir ce que j'ai raté. Et sinon, j'aurais eu deux questions. La première, c'était par rapport au projet de Yasuni. Je ne sais pas si vous en avez parlé. On en a parlé, oui. Et la deuxième, je suis arrivé quand vous parliez de sécurité, et pour avoir lu, au Venezuela, et pour avoir lu pas mal d'études là-dessus, moi, ce que j'avais ce que j'avais cru comprendre, c'est que la question de la sécurité au Venezuela était liée apparemment à trois problèmes. Une espèce de, on va dire, une certaine forme de naïveté au départ chez les chavistes qui disaient qu'en gros, quand on se sera occupé de la question sociale, et ben l'insécurité baissera mécaniquement. Le deuxième problème était lié à la non-unification des différentes polices et au fait que quand ils sont arrivés au pouvoir, il y a eu une phase de nécessité de consolider la révolution qui était menacée, puisqu'ils ont eu des tentatives de coup d'État, des tentatives de déstabilisation, et que du coup c'était pas la priorité. Et le troisième point qui fait aussi écho avec les rapports avec la Colombie, puisqu'ils partagent une frontière avec la Colombie, qui avait été la naturalisation massive d'une part de la population qui vit à la frontière, parce qu'il y a pas mal de familles qui ont leur famille des deux côtés, et qu'il y avait pas mal de paramilitaires qui en avaient profité pour du coup avoir la nationalité vénézuélienne, et qui jouaient une bonne part dans la montée de l'insécurité au Venezuela. Je voulais savoir si pour vous c'était valable ou s'il y avait d'autres explications à ça. Merci. Oui, devant. Moi, c'est sûr, Cuba, bon, c'était pas le centre de votre intervention, mais je pense que c'est un peu rapide ce que vous avez dit.
Bon, le processus de privatisation, je ne crois pas qu'on puisse appeler ça exactement comme ça. En prenant les terres, par exemple, il y a des terres qui sont, elles sont toujours la propriété de l'État, elles sont en usufruit. C'est pas tout à fait la même chose. Elles appartiennent toujours à l'État. Bon. Et quant aux entreprises privatisées, c'est la petite économie. L'artisanat, la petite économie. J'ai pas parlé de privatisation à Cuba. Hein. Bah, bon. J'ai cru comprendre ça. Oui. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un peu rapide, processus à la chinoise. Je dirais pas ça quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent et que les Cubains même se posent. Hein. Je pense qu'ils ne nous attendent pas non plus, quoi. Ils sont un peu dans le questionnement aussi par rapport à ça. Oui. Alors allez-y. Je mets dans l'intervention, Jeannette, tu sais, peut-être que dans le camp de questions. Allez-y. Oui, non, mais parce qu'il est déjà 9h, tu vois, donc ça va être compliqué à gérer. C'est une question sur une réflexion sur les stratégies révolutionnaires qui ont pu être employées dans les années 60 et 70, et sur celles dont on a essayé qu'elles se développent dans les années 2000, en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas en termes théoriques ou en termes de réflexion globale, est-ce qu'il n'y a pas toute une série de questions qui sont soulevées mais qui n'ont pas été suffisamment approfondies parce qu'on est dans un autre contexte, le contexte du déploiement néolibéral, parce qu'on a affaire à une espèce de pouvoir hégémonique considérable. Donc comment reconstruire un contre-pouvoir hégémonique? Est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque chose qui a manqué dans ces expériences, soit celle de Chavez, soit celle d'Evo Morales, en tout cas, soit en termes de réflexion, soit aussi en termes simplement d'intervention pratique. Oui, qui est-ce qu'on va intervenir? Sur l'aspect de la politique économique, tu as bien dit que c'était compliqué et qu'il fallait se garder de jugement esthète vu d'ici par rapport à un problème comme ça. Moi, je suis un peu plus catégorique que toi là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas d'autre voie possible pour des pays comme ceux d'Amérique latine, mais probablement ailleurs aussi, que de se réapproprier d'abord toutes leurs ressources. Donc ça veut dire l'expropriation des Américains, mais pas seulement. Et à partir de cette expropriation, certainement que la voie que tu indiquais, qui a été tentée visiblement, qui est celle d'une intégration régionale et d'une coordination des politiques économiques pour arriver à sortir de l'extractivisme et tout ce que tu as, l'économie pétrolière, etc., c'est certainement possible. Mais enfin, il ne faut pas rêver. Hein. Pour faire ça, il faut 20 ans minimum. Minimum. C'est une génération au moins. Donc, on serait à leur place, je ne sais pas comment on fait. Bon, alors, deuxième chose, ça c'est une question plus par rapport à... Il y a quand même un aspect, je crois que tu es d'accord, mais je ne sais pas. Il y a un aspect révolution par le haut dans cette affaire qui est quand même assez frappant. C'est-à-dire c'est une prise de pouvoir institutionnelle à partir d'élections par des gens, pas tous, mais qui viennent de l'appareil d'État ou qui sont dans le périmètre des institutions, plus ou moins. Le PT n'y était pas, mais il y est entré, enfin, etc. etc. Bon. Donc il y a un aspect révolution par le haut. Tentative de mobilisation sociale réussie dans certains endroits pour appuyer tout ça, mais je trouve qu'à la jonction des deux, il y a un problème qui est là sur lequel je pense qu'on peut être très critique quand même, hein, comme ça, quoi. Hein. C'est que la construction des mobilisations sociales et d'un mouvement politique qui les oriente, qui les canalise, qui les dirige, qui les fasse fructifier, hein, je ne dis pas qu'il faut les canaliser, c'est-à-dire de partis réellement, n'a pas eu lieu dans la plupart de ces pays. Soit ils sont devenus totalement corrompus, comme le PT, soit au Venezuela, pas totalement, j'exagère certainement, mais quand même assez corrompus, disons, hein, soit, comme c'était le cas au Venezuela, c'est pas vraiment un parti, c'est un agglomérat d'associations, etc., mais qui est dirigé, comme tu l'as dit, de façon extrêmement caudilliste, hein, c'est le commandant en chef qui dit, et puis après, on suit. Donc cet aspect-là, par rapport à l'avant-gardisme des années 60, la question était posée avant, l'inverse est presque le symétrique, maintenant c'est ça. Mais il n'y a pas la réponse au milieu des deux, qui serait peut-être plus constructive. Rapidement, oui. Il faut prendre le micro parce que c'est enregistré, donc sinon vous allez manquer sur la bande. Là.
Je veux faire une observation tout d'abord à partir de ça que le monsieur vient de parler. Il n'y a pas une corruption généralisée au PT. Ça, c'est une absurde que vous venez de parler. Il n'y a pas de corruption généralisée au PT, au Parti des travailleurs. Donc, couper ça, ça ne fait pas du sens. Deuxièmement, en rapport au Venezuela, bon, je peux dire le sens, mais le processus qui est en train de se passer en Amérique latine, c'est tout à fait positif. Tous les numéros montrent ça. Et je ne vois pas d'aspect négatif en rapport à ça. J'ai perdu le sens. Mais c'est parce qu'elle m'a touché qu'on est parti de corruption généralisée au pays. Si vous retrouvez, je vous redonnerai. Parce que c'est une conséquence irresponsable, parce que c'est la mensonge. Je vous donnerai la parole si vous retrouvez votre deuxième parole. Qu'est-ce qui voulait intervenir? Il y avait quelqu'un ici. Allons-y. Oui. Je veux poser deux questions très brièvement. La première, ça a déjà été abordé dans une intervention précédente, c'est qu'en est-il des partis au pouvoir, des organisations qui portent ou qui soutiennent les gauches gouvernementales dont il est question. Et la deuxième question, qu'en est-il éventuellement des oppositions de gauche à ces mouvements? Je sais que par exemple en Argentine, il y avait un front de gauche qui se présentait aux dernières élections. Je suppose que Michel Bachelet n'est pas le nec plus ultra de la gauche et qu'on peut trouver plus à gauche au Chili, etc. Ça, c'est Carmen qui Oui, peut-être que justement on pourrait demander à Carmen d'intervenir, puisque tu n'as pas levé la main. Mais... Non. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Passez le micro à Carmen. On a la chance d'avoir Carmen Castiou avec nous ce soir. Non, mais bonsoir, mais moi je suis venue apprendre parce que Jeannette nous donne une vision globale dont nous avons besoin pour réfléchir. Moi je suis cinéaste, donc je rentre au fond des questions, des petites localités. Je peux dire par rapport à la Bolivie, l'immersion sur ce qu'a été la guerre de l'eau, que là, il ne s'agissait absolument pas d'un mouvement du haut. Là, nous sommes en prise avec un exemple même à étudier partout dans le monde d'une alliance paysanne, syndicale, urbaine, pauvre, jeune, qui ont vaincu une multinationale. Le leader de la guerre de l'eau en Bolivie, Oscar Oliveira, n'a pas voulu être ministre. Il est consulté et on peut aller le voir en hélicoptère, mais lui, il est resté à la base, parce qu'il a dit, pas tout le monde peut être ministre, il faut continuer. On a gagné une première bataille, nous avions demandé une nationalisation de l'eau, du gaz. Maintenant, il s'agit pas seulement que ça appartienne à l'appareil d'État, mais il s'agit d'un bien commun, c'est-à-dire, c'est nous, la société civile, qui devons gérer. Ce pas les bureaucrates. Et la bataille n'est pas gagnée. Ça continue. Donc toutes les contradictions qu'on peut voir exister en Bolivie, qui sont énormes, parce que justement le MAS n'est pas un parti, ils n'ont pas eu le temps. Et très probablement là, il y a tout ce que dit Jeannette, c'est vrai. Mais il y a des tentatives, même de l'intérieur de l'appareil d'État, de former les militants. Il n'y en a pas. Donc c'est très contradictoire, très difficile, mais voilà, nous en sommes avec ça en train d'essayer quelque chose et j'ai trouvé des gens d'une intelligence politique à la base, des oppositions de gauche, mais qui ne sont pas dans des confrontations, qui tentent de résoudre le problème de la mobilisation, par exemple, dans la ville d'El Alto, où se développe une bourgeoisie aymara, petite bourgeoisie aymara, une ville qui devient d'une puissance économique, petite industrie, etc., qui peut bloquer la passe et dans laquelle on trouve des problèmes comme il n'y a pas des lois
des lois du travail. Donc, cette petite bourgeoisie qui se développe exploite ces familles ou d'autres qui viennent de là-bas. Il y a plein de problèmes. Mais disons que là, on sent, et tout ça, je suis d'accord avec Jeannette, s'il n'y a pas cette relation régionale en Amérique latine, donc la considération chapeau à la politique internationale de Lula, malgré toutes mes critiques au PT, etc., ce qu'on peut voir à l'intérieur du Brésil, et à Chavez. Donc voilà, une situation, j'ai pas de... Je pense aussi comme vous que tout ça n'est pas absolument pas gagné. Même les aspirations des jeunes en Bolivie qui ont des conquêtes immédiates, où ils ont obtenu des conquêtes qui ne sont pas celles du Brésil, où justement on est dans une situation à la chilienne. Même si au Chili, ce qui a gouverné pendant toutes ces années, c'est le cadre constitutionnel de la dictature et le pouvoir économique issu de la dictature. C'est-à-dire que là, c'est des clans, des riches qui sont nés avec Pinochet, qui sont devenus des énormes corporations multinationales, et nous avons dans des gouvernements des droits des ministres responsables des violations des droits de l'homme, etc., etc. Au Chili, c'est intéressant de savoir ce qui va se passer, parce que Bachelet, évidemment, que ce n'est pas la gauche, c'est des socialistes. Les socialistes chiliens, ce n'est pas la gauche. Ils font et ils gouvernent pour le capital. Donc là, c'est très clair. Mais aussi, il y a un éveil d'une jeunesse qui, bizarrement, étrangement, je ne sais pas d'où, a une mémoire, l'exige et a une connaissance politique. C'est dingue, je me demande d'où ça vient, puisque la transmission, ce n'est pas ma génération qui l'a fait. Donc là, c'est saut dans l'histoire, c'est étrange, comme dit Daniel Ben Saïd, comme il écrit, non, étincelle que tout d'un coup on voit ces tunnels de l'histoire du temps qui réapparaissent, c'est très surprenant, mais évidemment c'est pas gagné, parce que cette jeunesse qui exige à savoir a mené, a élu des députés issus du mouvement des étudiants, 5 ou 6, c'est quand même énorme. Mais voilà, cette classe politique attrapée là-dessus, etc. Toutes les questions sont ouvertes. Voilà, j'ai pris trop la parole, mais je ne sais pas, juste pour témoigner des complexités. Merci. Merci à toi. Je vais demander à Jeannette de conclure, puisqu'on ne pourra pas faire le deuxième tour de parole. Hein. Il est 9h15, 9h05, et après ça va être trop tard pour... Je réponds juste à une question sur la mise en ligne, c'est sous une huitaine. Si vous voulez être averti directement de la mise en ligne, vous pouvez laisser sur l'ordinateur qui est derrière notre ami là, Jean-Marie, vous pouvez laisser vos coordonnées, vous recevrez l'avis de mise en ligne ainsi que tout ce qui concerne nos prochaines réunions. Oui, bon alors je vais prendre les questions dans l'ordre parce que il y en a qui se recoupent, mais finalement pas toutes. Alors la question d'Ariane sur les forces armées, ah oui, tout à fait. Les forces armées qui ont Il y a des sujets dont on ne parle pas infiniment. Non, tout à fait, c'est vrai que... C'est absolument évident qu'il y a 20 ans, même moins que ça d'ailleurs, hein, on aurait parlé des gorilles argentins, des coups d'État, etc. Mais bon, j'ai justement dit, Chavez, avant, si ça n'avait pas été 1998-99, il était renversé. D'ailleurs, il a été victime d'un coup d'État en 2002, donc, mais le coup d'État a échoué. Et ensuite, les forces armées vénézuéliennes, elles sont entrées dans leurs casernes. Alors c'est plus facile au Venezuela parce que Chavez lui-même était un lieutenant-colonel, qu'il connaissait bien la chose, qu'il a arrosé, semble-t-il, pas mal, hein, un certain nombre de prébendes, un certain nombre d'officiers. N'empêche que ceux qui ont contribué au coup d'État, il y en a un qui est en prison, c'est Baduel, mais pas pour ces raisons-là, parce qu'il a été emprisonné pour des raisons de corruption, ce qui était par ailleurs, semble-t-il, vrai.
Mais les autres, il les a simplement remplacés par d'autres officiers. Mais c'est vrai que si on regarde le panorama latino-américain, pour l'instant, ils sont un peu... Les forces armées sont où? Elles sont dans leur caserne, il n'y a pas de conflit militaire. Et je ne vois pas, rien n'est exclu dans l'avenir, hein, mais sur le court terme, même le moyen terme, ça me semble impensable, après ce qui a été, j'imagine pas, ni au Chili, ni au Brésil, ni en Uruguay, ni en Argentine, et bon, les forces armées se relancer. On peut toujours, rien n'est exclu, mais enfin, ça me semble très difficile sur le court terme, parce que justement, il y a une sensibilité, une mobilisation, un potentiel de mobilisation sociale qui est très grand. Alors, elles sont néanmoins présentes, et là, c'est plus problématique. Mais dans quoi? Dans les favelas, donc elles sont employées, dans certains cas, hein, pour des tâches de sécurité. Et ça pose beaucoup de problèmes. Donc, par exemple, au Brésil, on utilise les militaires à cause des JO, à cause de la Coupe du Monde. Il faut faire le ménage dans les favelas, il faut que ça se passe bien. Il faut comprendre que dans les favelas, on vend de la drogue, comme vous et moi, là, légalement, sans aucun problème. Hein, les formidables, les machins, vous achetez librement. Bon, les forces armées sont utilisées pour faire ce qu'on appelle, les UPP, les unités de police qui patrouillent, mais, et ça suscite des problèmes et des protestations, mais c'est tout. Pour le moment, il faudrait faire, j'ai pas eu le temps de parler de l'Amérique centrale du tout, il faut faire un distinguo. Si on parlait du Honduras, par exemple, ou du Salvador, surtout du Honduras ou du Guatemala, il faudrait nuancer les choses. Mais dans l'ensemble, c'est pas qu'elles sont plus là, hein, elles sont dans leur caserne, elles ont un certain nombre d'officiers qui occupent des postes importants, mais pour l'instant, il n'y a pas, dans la tradition habituelle, moi je vois aucun pays dans lequel il puisse y avoir une intervention, même au Paraguay où il y a eu une forme de coup d'État qu'on a caractérisé comme parlementaire, puisqu'on a réussi, c'était un évêque qui était président, on a réussi à le vider, mais on l'a fait par des moyens parlementaires et par un vote au Parlement. Et pourtant au Paraguay, les forces armées, c'est pas n'importe quoi, ils ne pouvaient pas utiliser ce moyen-là, donc ils ont destitué Lugo par un vote au Parlement en utilisant procédure, et c'est tout. Donc, alors en Bolivie, la situation, c'est vrai que... Bon, alors juste, je termine là-dessus, mais par exemple en Bolivie, pour la difficulté d'un autre ordre, c'est qu'une partie des forces armées, c'est les Indiens, et même ils sont majoritaires. On imagine difficilement pour l'instant une mobilisation dans l'armée, notamment des officiers indiens, contre Morales. Alors, en Équateur, il y a eu une vague tentative de coup d'État. Les gens ne sont même pas d'accord sur est-ce que c'était un coup d'État ou pas, mais la police, il y a 2 ans, mais qui a échoué tout de suite. Je ne vois pas. Alors, sinon, on pourrait parler, tu as raison, hein, mais bon, là, je faisais un petit peu un tableau général des problèmes. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, sur le court terme, l'intervention militaire dans la vie politique directe me semble pas, tout simplement pas possible. Et une des preuves de ça, c'est que les Américains font très attention sur le sujet et l'utilisent absolument. Alors pour aller vite sur le reste, alors économie rentière, est-ce qu'il y a une volonté d'en sortir? Oui, mais c'est une question de rapport de force. Hein. Ça, c'est directement lié à l'intégration. Il y a effectivement des débats publics sur ça. Il y a des gens qui écrivent, notamment au Venezuela. C'est toi, Jean-Claude, qui avait posé la question au Venezuela. Notamment, il y a 2 personnes qui écrivent des choses. Alors, vous avez des articles dans le Monde diplomatique, même dans celui qui est sorti ce mois-ci. Il y a des gens qui écrivent sur le sujet. Bien sûr qu'il y a un débat public. Dans toute l'Amérique latine, d'ailleurs, il y a des débats publics maintenant passionnants sur toutes ces questions. Le problème, il y a la volonté d'en sortir. Le problème, c'est... et là, je rejoins ce que disait Charles sur le sujet, et quand il dit qu'il faut 20 ans. Bon, alors je ne sais pas si c'est 20 ou 15, ou bien en tous les cas, c'est totalement impossible de penser, en plus à l'échelle d'un pays, ou même de 2-3 pays, dans la situation actuelle, et surtout dans l'absence d'alternatives dont j'ai parlé, que de penser qu'on va pouvoir sortir facilement de ça, parce que l'argent qui vient du Venezuela, et même pour plein d'autres, Cuba par exemple, demain, s'il n'y a plus de pétrole au prix actuel,
je crois qu'ils n'ont aucun moyen de continuer à faire. Je ne sais pas que ça provoque une crise absolument inouïe. Hein. Bon. Donc, et ça c'est sur le plan régional avec Cuba, mais sur le plan interne aussi. Les missions sociales, tout ça est financé par le pétrole. Complètement. Bon, donc c'est une vraie... Mais le débat, il existe. Et le débat sur la solution. Troisièmement, sur la question de... Alors, à propos du Venezuela, justement, je suis d'accord hein, sur les remarques faites sur l'insécurité à Caracas. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, il y a eu une certaine naïveté, mais voilà, là, on retombe sur les questions stratégiques. Il y a des polices par quartier à Caracas. Il y avait, parce qu'ils sont en train d'essayer d'en reconstruire une. Quand vous avez 5 polices, dont certaines des polices sont tous appelées, c'est comme si vous aviez une police dans le 16e ou le 7e, je ne sais pas, le 6e arrondissement à Paris, vous avez des polices qui sont complètement contrôlées, qui étaient complètement contrôlées par l'opposition. Bon, et celles-là, eh ben voilà, elles sont actives, et à côté, vous avez les polices qui étaient chavistes. Alors, ils ont engagé maintenant un processus de reconstruction, plus précisément, des polices, mais là, on se heurte au même problème, hein, l'appareil d'État. Comment, vous voyez, il n'a pas été épuré, voilà, pour prendre le vieux vocabulaire. Bon, et je ne suis pas pour... oui, mais ça, c'est une question... Je ne suis absolument pas pour le poteau, mais je ne sais pas comment on construit... Charles dit à juste titre, expropriation. Je ne sais pas comment, en tous les cas, sauf à l'échelle continentale, pratiquement, comment on fait pour exproprier et pour faire remettre en marche un processus d'émancipation sociale, sortir d'une économie de marché avec une opposition qui fait 38% au Venezuela, mais ailleurs, qui fait des chiffres substantiels, et qui va se mobiliser, et y compris qui va s'armer. Et dans ce cadre-là, alors la question d'Ariane se posera, hein, parce que si de telles mobilisations se produisent, des mobilisations de contre-révolution, il y aura une division au sein des forces armées, il y aura un appui d'une partie des forces armées. Mais là, la situation n'est pas celle-là. C'est plus une situation d'impasse. Bon. Troisièmement, donc, sur les polices et sur les paramilitaires, oui, alors je ne développe pas, mais il y a 2000 km de frontière entre la Colombie et le Venezuela. Donc les paramilitaires colombiens sont passés. Ça a été un des éléments de confrontation. Quatrième question. Alors, sur Cuba, j'ai vraiment pas de temps, hein, mais juste une chose, je n'ai pas parlé de privatisation. Pour le moment, effectivement, à Cuba, les privatisations, il n'y en a pas au sens qu'on donne, nous, à privatisation. Il n'y en a pas. Il y a des terres en usufruit, il y a des investissements étrangers qui commencent à se produire, ce qui n'est pas forcément... Mais il y a un processus, maintenant, quand j'ai dit voie chinoise, je veux dire par là, il y a un processus d'ouverture au marché très important, combiné à un processus de contrôle politique maintenu et de sacré contrôle, même s'il y a une certaine ouverture qui s'est faite, pour un petit peu, parce que c'était indispensable, parce que la marmite était en train de bouillir, mais le processus, le modèle, entre guillemets, modèle, c'est plus que la Chine d'ailleurs, c'est le Vietnam. C'est un peu différent, mais la logique est la même. Et elle est terrible, parce que les inégalités à Cuba, et s'il y avait bien un pays égalitaire, c'était celui-là, les inégalités sont croissantes. Là, d'ailleurs, peut-être parenthèse par rapport à ce que disait Ariane, là, le rôle de l'armée est très important dans la mutation, comme en Chine, hein, dans la mutation économique, et en même temps, on est en train de revenir sur les conquêtes sociales antérieures. Bon. Et on pense, et l'idéologie diffuse pour la population qu'on entend, la petite musique, hein, plus précisément qu'on entend, c'est ben, écoutez, on a échoué, il n'y a pas de solution, ben, il n'y a que l'économie de marché qui fonctionne. Je peux vous assurer que c'est ça la petite musique qu'on entend dans les sphères. Alors les Cubains en discutent bien sûr, et il y a une vraie gauche. Alors juste pour en dire, quelqu'un a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a une opposition de gauche sur le continent? Ça je peux vous assurer, elle est petite, mais il y en a une vraie à Cuba. Hein. C'est pas étonnant d'ailleurs, il y en a une vraie à Cuba, mais elle est petite et elle est confrontée à une force qui est beaucoup majoritaire et qui est l'appareil d'État et la bureaucratie de l'État aujourd'hui. 3 dernières, ça va très vite, les stratégies révolutionnaires et l'avant-gardisme. Oui, bien sûr qu'il y a eu des bilans et plein de bilans, plein de débats, mais ce qui a été tiré comme leçon, et évidemment, c'est l'échec de ça. Autrement dit, quand on vous dit, voilà, nous avons, je résume de manière schématique, mais le discours, c'est,
voilà, on a essayé ça, ça n'a pas marché, les guérillas, on s'est trompé. Là maintenant, on a essayé autre chose sur la base de mobilisation sociale et on est en difficulté. On ne dit pas on est dans l'échec, on est en difficulté. Et à ce propos, je confirme tout à fait ce qu'a dit Carmen par rapport à Charles, je ne sais pas pourquoi tu as dit par le haut. Bon, le Venezuela, c'est par le haut, d'accord. Au Brésil, c'est par le haut. Mais en Bolivie, Équateur et en Argentine, c'est pas par le haut du tout. Hein. Pas par le haut. C'est des mobilisations étaient. On n'a même pas idée, nous, de l'ampleur de ces mobilisations, qui étaient des mobilisations effectivement à la base, d'une massivité incroyable et d'une radicalité tout aussi incroyable. Alors, et le PT, alors là, moi je pense que le PT, c'est l'appareil du PT, qui est les députés, les gouverneurs, et puis ça fait des dizaines de milliers de gens au Brésil, ça fait beaucoup de monde, parce que c'est un État fédéral, donc vous avez les bancadas de chaque État, les députés de chaque État, les sénateurs de chaque État, l'appareil d'État de chaque État. Ça fait beaucoup de monde. Oui, il y a des processus de corruption. On a même les salaires, etc. C'est impressionnant quand même de voir les rémunérations. Mais par contre, l'ensemble du PT, non. Ça, je suis d'accord. Je ne dirais pas du tout que l'ensemble du PT est corrompu. Simplement... La tête, oui, il y a le poisson, l'histoire de la tête du poisson, etc. Bon, l'histoire du poisson et de la tête, bon, à toute allure, et dernière chose, bon, j'ai fait intentionnellement, je crois qu'il ne faut pas qu'on ait une idée, il faut qu'on ait une lecture quand même globalement à la fois très positive, positive, comprendre qu'on est maintenant à un seuil, et que le franchissement de ce seuil va pas être facile, mais ce que disait Carmen est très important. Hein. La politisation qu'il y a sur ce continent, et pas seulement dans les pays dont j'ai parlé, bon, puis maintenant ça sera le Chili aussi, ça n'a rien à voir avec ici. C'est un processus de conscience politique, une culture. Bon, il s'est passé quelque chose là-bas que nous, on n'a pas connu depuis longtemps. Et il faut bien comprendre on l'a vu au Brésil. Bon, qu'est-ce qu'il y a le petit truc au Brésil très significatif, c'est dans un pays qui est le fanatique du football à un point qui est pour moi totalement incompréhensible. Bon, mais oui, où les gens sont fous de ce sport. Vous avez un stade qui est le stade le plus important du monde à Rio. Les gens, à un moment donné, ont vu la construction, les milliards dépensés pour les... C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Les milliards dépensés pour les stades, pour les Jeux Olympiques, les machins, etc. Et les problèmes que... Alors, on ne pouvait plus circuler dans Rio en plus à cause des travaux. Bon, et ça a explosé. Bon, et ça a explosé contre ça, justement. Ce qui est quand même très intéressant parce que je vous assure que là-bas, Pelé et le foot, c'est une culture nationale. Bon. Et ça a explosé contre ça. Et là, les gens et les nouvelles générations commençaient à dire, écoutez, le foot, et je dis, oh, d'accord, c'est bien joli, mais l'argent public, c'est d'abord pour réformons l'éducation, la santé et tout le reste. Hein. Donc, un processus de politisation et de mobilisation, je ne crois pas du tout qu'il va... Je crois que ça va être... Je termine là-dessus. Je crois que c'est un acquis fondamental, je ne crois pas du tout. Mais tant qu'il n'y aura pas quelque part un processus qui sortent de ce qu'on a connu au XXe siècle, de Cuba, sans parler du Nicaragua, parce que bon, là alors on est au summum de l'échec, et des expériences du XXe siècle, et qui ne tracera pas une autre voie, on sera en difficulté. C'est le syndrome Tina, là, pèse encore, parce que quand vous discutez avec les gens partout, hein, en Bolivie, moi j'ai discuté avec certains dirigeants. Alors Garcia Linera, qui est vice-président, il dit pour un capitalisme mondain. C'est pas quelqu'un quand même qui est dans un capitalisme mondain, c'est ça la perspective. Vous discutez, je vous ai cité tout à l'heure la citation sur le Brésil. Là, bon, maintenant on a beaucoup de force, mais on n'a pas d'idée. Et c'est ça qui pèse partout. Et au Venezuela, ce que je vous ai dit, bon, on fait quoi avec les 38% qui s'assoient? Les droits de l'homme, la démocratie, maintenant, c'est le paradigme. D'accord, on a compris qu'il faut respecter, mais on sait aussi que pour rompre, ce que disait Charles, après, le processus de rupture avec cette économie, comment, avec quel rapport de force,
bon, on n'a pas, c'est une expérience concrète qui manque et elle devrait peut-être avoir lieu en Amérique latine avant. Merci beaucoup.